Bienvenue sur Nouvelle Ère, Nouvelle Mère, le podcast qui donne la parole à celles qui vivent leur maternité à l'étranger. Aujourd'hui, je vous propose un épisode particulier, un épisode hors série, multivoix, consacré au séjour à la maternité au Japon. Nous sommes 4 femmes autour du micro, ayant accouché et passé nos premiers jours post-accouchement dans des établissements différents. Il y a celles qui ont beaucoup apprécié leur séjour et celles pour qui l'expérience a été plus difficile, celles qui sont restées 14 jours, 8 jours et celle qui est sortie au bout de 5. Avec cet épisode, j'avais à cœur de vous proposer des informations concrètes pour vous aider à imaginer et à vous projeter dans ce séjour à la maternité au Japon, mais aussi pour vous donner matière à réfléchir et à vous poser des questions. Ces témoignages sont personnels, ils reflètent simplement nos expériences à chacune. Au fil de l'épisode, nous vous parlerons donc de 4 établissements différents, de nos conditions de séjour, les chambres, les petits goodies offerts, les repas, mais aussi des essentiels de nos valises maternité et bien sûr de nos ressentis. Un grand merci à Pauline, Zoé et Maude pour leur participation. Un grand merci à Emeline pour son aide auprès des enfants qui étaient avec nous. Ne soyez donc pas surpris d'entendre quelques vocalises ou bruits de jouets pendant l'enregistrement. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vais vous demander tour à tour de vous présenter, de me dire dans quel établissement vous avez accouché à Tokyo. Si c'était un hôpital public, privé, me rappeler succinctement les critères de choix de cet établissement. Et ensuite de me dire quelle était la durée annoncée de votre séjour, la réalité, combien de temps vous êtes vraiment resté, et me faire part un petit peu de votre sentiment. Oui, donc moi je m'appelle Pauline et j'ai accouché à Ikurio. C'est une clinique privée. La raison pour laquelle j'ai décidé d'accoucher à Ikurio et de faire mon suivi à Ikurio, parce que ils proposaient la péridurale en 24 heures sur 24. Et aussi parce que j'avais la possibilité d'être avec mon mari toute la durée de l'accouchement et toute la durée du séjour. Ils nous avaient annoncé un séjour de 5 jours, 4 nuits pour un accouchement par voie basse. C'est ce qui s'est passé. Avec le recul, je pense que c'est la bonne durée, surtout pour un premier enfant. Et oui, j'ai eu le sentiment de pouvoir me reposer et de bien me concentrer sur lancer l'allaitement en fait, qui était surtout mon focus en fait pendant ces 4 jours. Bonjour, donc moi je suis Zoé et comme Pauline, j'ai accouché à Ikurio, mais c'était une césarienne d'urgence, donc j'ai dû faire ma maternité ensuite dans un autre hôpital qui s'appelle Niseki ou la Croix-Rouge. Au final, moi je suis restée 10 jours à l'hôpital parce que comme c'était un accouchement, une césarienne d'urgence, j'ai perdu beaucoup de sang et du coup j'ai dû rester un peu plus longtemps pour pouvoir me remettre de l'accouchement. J'ai trouvé que c'était pas assez long. Moi j'y serais bien restée un petit peu, tout simplement parce que j'étais fatiguée, ça faisait du bien d'avoir un environnement avec des infirmières pour nous aider. C'était pas très reposant globalement, mais c'était plus reposant qu'à la maison où on avait plus d'aide forcément chez soi. Et est-ce que tu peux nous dire ce qui t'avait amené à choisir Ikurio? Oui, alors Ikurio, j'avais choisi comme Pauline parce qu'on pouvait faire une péridurale, ce qui n'est pas le cas de tous les hôpitaux au Japon. Aussi, la proximité avec là où j'habite. Et puis l'épidioctomie, qui est pas... et la plupart des hôpitaux japonais, en fait, pratiquent l'épidioctomie systématiquement, alors que Ikurio essaie justement de le faire seulement en cas de nécessité, et ça, pour moi, c'était aussi un point important. Donc, je trouve que c'est l'hôpital qui se rapproche peut-être le plus de ce qu'on attend d'un hôpital en France. Oui, en fait, je voulais aussi dire que ce qui était un choix à Ikurio, c'était le fait que sur le plan d'accouchement, j'étais globalement d'accord sur toutes les demandes. Il y avait énormément de choix différents et j'étais très flexible en fait sur le plan d'accouchement. Donc c'est ça aussi qui m'a vraiment décidé pour cette clinique, bien qu'il ne parle pas vraiment trop bien anglais. Oui, il requiert la présence d'un interprète ou de quelqu'un qui est japanophone en permanence avec toi. Oui, voilà. Donc, moi, c'est ce qui fait que je n'ai pas choisi Ikurio, bien que j'ai commencé mon suivi là-bas. Donc moi, j'ai accouché à Seibo, qui est un hôpital international catholique, et je l'ai choisi parce qu'il était aussi pas très loin de là où on habitait. C'est un hôpital qui m'a autorisé à accoucher par voie basse, bien que j'ai eu des jumeaux. Et il y avait aussi une partie du personnel qui parlait anglais, même si ça m'a été plus utile avant l'accouchement qu'après l'accouchement, puisqu'après l'accouchement, le personnel qui m'entourait parlait quasiment que en japonais. Mais bon, jusqu'à l'accouchement, ça a quand même été utile. La durée du séjour qui était annoncée, c'était comme les filles, en fait. C'est assez standard, je pense, 5 jours voie basse, 8 jours césarienne, grosso modo. Moi, j'y suis restée 14 jours au total.
Mais c'est parce que j'ai été hospitalisée avant mon accouchement. Du fait de ma grossesse, j'ai mes lèvres, ils voulaient m'avoir en observation. Donc j'ai passé 1 semaine à l'hôpital avant mon accouchement et 1 semaine après. Et j'ai trouvé que c'était une durée assez appropriée en fait. J'ai beaucoup apprécié la période d'observation avant l'accouchement parce que ça m'a permis de me sentir en sécurité et entre de bonnes mains pour me préparer à quand même un événement qui est important et assez impressionnant pour un premier accouchement aussi. Donc voilà, j'étais au bon endroit si jamais il y a quelque chose qui se passait et j'avais besoin d'intervenir. Et puis ensuite, par rapport à la suite, après l'accouchement, je pense que c'était aussi assez adaptable. Ça permet un peu de prendre ses marques, de répondre à beaucoup de questions qui viennent en fait au fur et à mesure, puisqu'on ne se pose pas les questions le premier jour après l'accouchement. Il y a beaucoup de choses qui viennent, qu'on décante au fur et à mesure et au fur et à mesure du temps qu'on passe avec les petits. Moi, je suis Julie, l'hôte du podcast. Moi, j'ai fait le choix d'accoucher à Aiku Hospital après avoir, comme je l'ai précisé tout à l'heure, débuté mon suivi à Ikurio, puisque j'avais choisi Ikurio par proximité géographique et également parce que j'avais la sensation que c'était un établissement qui se rapprochait le plus, en effet, des standards français, des standards que moi je connaissais par le biais de copines. Ma première déconvenue avec cet établissement a été le jour où moi je me suis présentée pour faire constater ma grossesse et où là, en effet, on a refusé l'accès à mon mari et à la salle d'attente et à la salle d'examen puisque mon mari n'était pas japanophone. Voilà. Et après, au fur et à mesure des quelques examens que j'ai fait chez eux, qui se sont tous très bien passés. Voilà, j'avais posé une question sur notamment le NIPT test qui n'était pas proposé à l'époque dans cet établissement, mais je crois savoir que ça a évolué. Et j'ai été envoyée en fait vers Aiku et j'ai choisi Aiku puisque en plus du NIPT, mes choix pour mon établissement de santé étaient la présence d'un service néonat dans l'établissement et d'une banque de sang et un personnel English speaker, du moins sur le papier. Voilà, c'est pour ça que j'avais choisi Aiku. De même que les filles, la durée de base annoncée, c'était 5 jours pour une voix basse, 8 jours en cas de césarienne. Moi, j'ai été admise le 24 octobre pour un déclenchement et je suis sortie de l'établissement le 1er novembre avec mon bébé. Donc, en total, ça fait quasiment 8 jours. Et j'ai trouvé ça bien trop long. Mais voilà, sur le ressenti global, on va partager tout ça après. J'ai trouvé ça à la fois, oui, rassurant d'être accompagné par un personnel médical, d'être entouré, mais très isolant ce séjour. On passe maintenant donc à la chambre. Je vais vous demander de vous rappeler chacune les conditions de votre séjour. Est-ce que vous aviez pu choisir votre chambre en avance, la réserver de manière certaine, ou est-ce que vous avez pu choisir le jour J en fonction de ce qui était disponible, me préciser au final dans quelles conditions vous avez fait votre séjour. Est-ce que c'était une chambre individuelle partagée, conforme à votre souhait initial? Si vous avez le souvenir de la décrire un petit peu. Voilà. Est-ce que vous avez en tête une taille approximative, une ambiance? Est-ce qu'il y a un détail, même un esthétique, quelque chose qui vous a marqué dans ce séjour, dans cette chambre? Est-ce que le bébé dormait avec vous? Voilà, comment s'est passée notamment la première nuit? Et certaines ont amené leurs notes. Donc, nous allons parler money. Voilà. Combien vous a coûté votre séjour à la maternité? Donc, à Ikurio, ils proposent différents types de chambres. J'avais regardé sur le site internet et aussi il y a un rendez-vous où ils nous expliquent un petit peu les différents types de chambres. En gros, il y a des chambres vraiment japonaises avec des tatamis où on dort sur un futon. Et ensuite, il y a des chambres avec des lits un peu plus à l'occidental. Et il y a même une suite ou 2 suites, il me semble. Moi, j'avais voulu choisir une chambre individuelle. Donc, dans cette chambre individuelle, il y avait un lit à l'occidental et aussi un lit d'appoint pour que le papa puisse rester, en fait, toute la durée du séjour. Au niveau du prix, aussi, il y a différents prix suivant la taille de la chambre, effectivement. Au total, on a payé quelque chose comme 900 000 yens, sachant que il me semble que le prix de la chambre par nuit, c'est à peu près 70 000 yens. Ok. Si je ne me trompe pas. On avait dû réserver la chambre plusieurs mois à l'avance lors d'un des rendez-vous mensuels. Ils nous avaient dit que c'était pas à 100% sûr qu'on ait la chambre qu'on a demandé, mais que globalement, comme on avait choisi une chambre assez standard, il devrait pas avoir de problème. C'est si on veut une chambre un peu plus spécifique, comme une suite ou quelque chose de plus grand, ou un peu plus luxe, on va dire, c'est pas toujours disponible. T'avais choisi cette chambre parce qu'il y avait une salle de bain adjacente? C'était ça les modalités, les options possibles? Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi cette chambre, c'est parce que déjà, on pouvait dormir à 2 dans la chambre. Je crois que pratiquement dans toutes les chambres à Ikurio, il y a une salle de bain, que ce soit une douche ou une baignoire. Donc, dans celle-ci, il y avait une douche.
Le bébé, en fait, dormait avec nous dans la chambre, dans un petit couffin d'hôpital. On avait aussi la possibilité de mettre le bébé en nursery. En fait, c'était au choix. On l'a mis en nursery quelques heures par-ci par-là, la nuit ou le jour pour pouvoir se reposer. Est-ce que tu te souviens à quoi elle ressemblait cette chambre? Alors, la chambre est vraiment typique, je dirais, du décor un peu japonais des années 90-2000. C'est pas très surprenant, mais c'est très fonctionnel, très petit, mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a même un évier, on peut faire sa vaisselle, des biberons, etc. La salle de bain, le lit, le deuxième lit d'appoint pour le papa aussi. Il y a même une télé au cas où si on s'ennuie. Et il y avait une belle fenêtre en fait qui donnait sur la rivière Meguro River avec les cerisiers, bon qui n'étaient plus en fleurs au mois de mai, mais il y avait une belle vue aussi, donc c'était sympa. De manière générale, je me sentais bien dans la chambre. Mais en fait, au bout de 4-5 jours, tu te sens un petit peu à l'étroit parce que c'est vrai que à 2 dans la chambre, qui est assez petite, plus le bébé et le fait qu'on prend nos repas dans cette chambre aussi, ça devient quand même très limité au bout de quelques jours. Est-ce que tu te souviens s'il y avait dans l'étage où vous étiez, est-ce qu'il y avait une salle de vie? Alors il y avait une salle avec, si je me rappelle bien, un peu qui était proche du hall d'entrée, avec une table et des chaises où on pouvait s'installer aussi si on avait de la visite, par exemple. Mais honnêtement, alors je l'ai pas vu souvent parce que je suis pas sortie très souvent, mais de manière générale, il y avait personne. Il y avait une autre salle en fait qui proposait un espace pour faire des photos avec un petit décor, etc. Alors après, je sais pas si on pouvait rester aussi dans cette salle. C'est une salle tatami vraiment standard, sans meubles, juste des petits décors pour faire des photos avec le bébé. Et là, tu fais les photos de toi-même avec ton téléphone ou tu peux Oui. booker un photographe? Je sais pas si tu peux booker un photographe, c'est possible, je pense. Mais en fait, c'est une grande salle à tatami avec des petits décors, un petit nid, des trucs comme ça. Et en fait, tu peux y aller avec ton bébé et tu peux faire des photos. Nous, on les a fait nous-mêmes. Je peux rebondir sur Ikurio parce que j'ai pas passé beaucoup de temps pendant lors de l'accouchement. Par contre, j'y suis retournée pour faire ce qui s'appelle le Sangokai au Japon, c'est-à-dire après l'accouchement, on peut retourner dans l'hôpital pour passer un peu de temps et de se reposer. Donc j'ai fait pas mal de chambres d'hôpitaux dans le cadre de ma maternité. Et à l'origine, donc quand on a été à Ikurio, la première fois qu'on y a été, ils nous ont demandé déjà de réserver notre chambre. Donc nous, c'était dès le premier rendez-vous. On savait pas trop quoi prendre et moi je regardais les prix et j'avais pas lu Nanaman, j'avais pas lu 70 000 yens, j'avais lu 7 000 yens. Moi je dis bah vas-y 7 000 yens la nuit. C'est pas très cher, donc j'étais associée, vas-y on prend ça. Et je crois que c'était même la chambre au-dessus à 8 000 yens la nuit. Et du coup on a réservé une super chambre, c'était censé être, je pense pas que c'était une suite, mais c'était une chambre assez grande où on pouvait accoucher dans la chambre. Donc ça aussi on trouvait ça pas mal d'avoir son espace. Je sais pas si je ferais la même chose aujourd'hui, mais à l'époque en tout cas ça me semblait pas mal de pouvoir accoucher dans la chambre. C'était une chambre aussi occidentale. Finalement je n'ai jamais vu cette chambre-là. Oui. Quand j'ai eu des premières douleurs et que j'étais à Ikurio, on m'a mis dans une chambre qui était une chambre plus petite, avec quand même, non, il n'y avait pas de douche, il y avait juste des toilettes, donc c'était une chambre de base, aussi occidentale. Et ensuite j'ai été transférée à l'hôpital de Niseki à Hiro, et alors là on m'a proposé plusieurs chambres. Donc le jour même, j'étais sur la table d'hôpital, j'étais pas très bien, je me remettais à peine de la césarienne et j'avais une infirmière à côté de moi qui me demandait quelle chambre je voulais absolument, donc j'avais aucune idée de ce que je voulais à ce moment-là et j'ai juste pris ce qui me paraissait ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire une chambre seule. Je voulais vraiment pas être avec d'autres personnes, avec aussi une douche privative parce qu'à Hiro, ils ont des chambres seules mais sans douche. Et j'ai bien fait parce qu'avec la césarienne, quand on essaie de marcher et qu'on doit faire 3 pas pour aller à la douche, ça paraît être le bout du monde. Donc j'étais contente d'avoir la douche à côté de moi. Et la chambre était super. Vraiment, c'est une chambre qui fait, je pense, elle faisait 20 mètres carrés et avec une grande baie vitrée qui donnait sur Tokyo. On était en hauteur, donc c'était une belle vue. On pouvait aussi avoir un lit supplémentaire, donc il fallait payer un supplément pour avoir un lit d'appoint pour son mari. Il a dormi une nuit, il a trouvé ça tellement confortable qu'il est pas revenu ensuite la nuit. Mais la chambre était vraiment bien. On parlait de tarifs 30 000 yens la nuit. Pour un accouchement, je trouve que ça vaut le coup d'investir un peu pour... Ouais, c'est correct. Ouais. Et pour parler de Sebo, à la base, je pensais que j'allais choisir une chambre privée pour les mêmes raisons qui ont été évoquées, avoir un peu d'intimité, etc. Au final, j'ai commencé mon séjour, donc avant l'accouchement, dans une chambre partagée avec 4 personnes, donc 4 moi comprises. Et je me suis dit, on va commencer comme ça, puis on verra au fur et à mesure si je sens que c'est un petit peu pesant, je demanderai à changer de chambre. En principe, on peut pas réserver de chambre avec Sebo, mais on peut émettre un choix.
Et le jour J, si la chambre individuelle est disponible, alors ils nous y installent. Donc moi, j'ai commencé par une chambre partagée. Et au final, je m'y sentais plutôt bien. Et j'ai continué tout le séjour, même après l'accouchement, j'ai continué dans cette chambre. Donc il y avait 4 lits. Chaque lit avait une espèce de petite commode à côté avec une prise électrique. On pouvait louer une télé en plus. Moi, j'en ai pas eu besoin, donc je l'ai pas prise. Il y avait un petit lavabo partagé pour 2, donc deux lavabos par chambre. Et il y avait des toilettes et douches communes. Les toilettes et les douches communes étaient vraiment dans la chambre ou avec une entrée séparée dans le couloir? C'était séparé dans le couloir. Il faut savoir aussi qu'à Cebo, les restrictions par rapport au Covid étaient encore en vigueur en 2024 et je pense qu'ils doivent les conserver sur le long terme, c'est l'impression que j'ai. Donc même en chambre privée, je pense pas que mon mari aurait été autorisé à venir me rendre visite dans ma chambre. Il y avait une pièce de vie à l'étage, assez grande avec des chaises, des distributeurs de boissons, dans laquelle on pouvait s'installer pour recevoir de la visite. Après la naissance, en général, on voyait les familles qui se retrouvaient là avec les enfants. En ce qui me concerne, mes enfants étaient à la nurserie parce qu'en fait, j'avais pas l'autorisation de les sortir et de les prendre avec moi en chambre puisque mon fils était en suivi néonatal à cause de son petit poids. Ma fille devait rester avec lui. Donc, en gros, on avait des horaires de visite autorisés par jour. En dehors de ça, je ne pouvais voir personne. Je pouvais me promener à l'étage. En ce qui concerne le prix de la chambre, le prix du séjour total qui comprend les frais d'accouchement, tout ça sera peut-être un peu spécifique en ce qui me concerne puisqu'il y a un coût par enfant. Mais je sais que Cebo nous avait donné une estimation de prix à 720 000 yens pour un séjour standard, c'est-à-dire dans une chambre partagée pour un accouchement par voie basse d'une durée estimée à 5 jours. Merci Maud. Pour ma part, à Aiku Hospital, je me souviens d'avoir versé un acompte. C'était pour garantir ma place à l'hôpital, mais il m'avait bien dit que c'était pas pour réserver ma chambre. Je savais qu'il y avait différents types de chambres. Il y avait la suite. Ensuite, il y avait une chambre individuelle avec WC, salle de bain. Une chambre individuelle, salle de bain partagée. Et ensuite, chambre tout partagée. Plusieurs lits, comme Maud. Et moi, en fait, j'ai fait mon choix de chambre pendant mon déclenchement. Et j'avais dit, je veux une chambre, je souhaiterais. On émet un souhait, mais jusqu'à l'instant T où en fait tu vas rentrer en chambre en fonction des autres patientes et des autres femmes accouchantes, tu prends ce qui reste. En tout cas, moi j'ai compris ça comme ça à l'époque. Et donc j'avais demandé idéalement une chambre privée avec une salle de bain WC privative. Et il s'avère que j'ai légèrement paniqué quand on m'a dit vous partez en césarienne et qu'en fait là j'ai fait un revirement de situation. J'ai dit en fait là pour cette première nuit je ne vais pas pouvoir, ça me fait trop peur. Est-ce qu'on peut dormir une nuit dans une chambre au moins où le papa est sûr de pouvoir rester? Donc on a pris 2 nuits dans la suite et après j'ai demandé mon transfert en chambre individuelle. J'ai un bon souvenir des 2 chambres comme vous. De tout ce que vous avez partagé, j'ai quand même un souvenir de quelque chose de lumineux. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que ça contribue à quelque chose de plaisant. Moi, j'ai accouché en octobre. La nuit tombe à 17h, mais j'ai quand même apprécié de voir cette belle lumière agréable d'automne. J'ai remis le nez dans mes factures sur la durée totale de mon séjour, donc du 24 octobre au 1er novembre, pour ce qui est les frais de lit. C'est comme ça que je comprends ma facture. J'ai un total de 280 000 yens. Sur mes factures, moi, j'ai un total, je pense, d'un peu plus d'1 million sur tout mon séjour, entre les journées du déclenchement, la C-section, la péridurale, le séjour. Sachant que ces 2-3 dernières années, chaque année, la ville de Tokyo propose des aides supplémentaires. Et en fait, tout ce qu'on discute maintenant sera peut-être plus valide à partir du mois d'avril 2026. Par exemple, la péridurale va être remboursée si on accouche à Tokyo. Ça, c'est une affirmation? Alors, c'est à vérifier, mais il me semble que la péridurale pourrait être remboursée si on accouche dans la ville de Tokyo à hauteur de 100 ou 150 000. Je vous propose d'aborder, Zoé l'a rapidement tout à l'heure mentionné, les goodies et les petites attentions de ce qu'il y avait dans la chambre, puisque quand même les idées reçues sur les séjours au Japon sont quand même que les chambres sont confortables. Il y a une volonté de chouchouter les mamans. Donc, un petit tour de table pour partager quel petit objet qui est fourni et que vous avez utilisé ou au contraire qui était fourni et que vous n'avez pas du tout utilisé. À Ikurio, c'est vraiment dans la tradition japonaise de l'hôtellerie, on va dire. C'est-à-dire, tu arrives et t'as besoin de rien. Tu arrives juste avec les mains dans les poches et ils fournissent tout pour dormir, pour manger, pour la salle de bain. Il y a tout fourni. La seule chose qu'il faut apporter, c'est des vêtements pour la maman, pour accoucher, puis ensuite pour les jours qui suivent.
et des vêtements pour ton bébé quand t'es prêt à sortir de la maternité. Après, tout le reste est vraiment fourni et je pense que là, c'est peut-être une différence par rapport à la France et les autres pays, sachant que j'ai pas du tout accouché en France. J'ai l'impression que la valise de maternité a pas spécialement besoin d'être très fournie au Japon. Les seules choses auxquelles il faut vraiment penser, c'est tous les objets ou le matériel qu'on a besoin pour se sentir bien pour accoucher. Au-delà de ça, pour la durée du séjour, honnêtement, j'ai eu besoin de rien supplémentaire. Tout était fourni. Les attentions et les goodies qui ont été fournis, que je me sers encore, c'est une petite couverture pour le bébé. Toutes les personnes qui ont accouché à Ecolio ou qui ont fait un séjour à Ecolio sûrement ont. Pour moi, donc, j'ai reçu aussi le pack Ecolio, même si ensuite j'ai changé d'hôpital. Les souvenirs, enfin, c'est plus les petites attentions qui m'ont vraiment marqué. C'est à Hilo, on m'avait offert une petite boîte de cookies pour me féliciter, donc j'ai trouvé ça super gentil. Et à Ecolio, donc il y avait effectivement la couverture, mais aussi, je sais pas s'ils ont fait ça pour toi, Pauline. Ils ont fait une photo de moi avec le bébé. Donc un peu dans le pâté, c'est pas la plus belle photo de ma maternité, on va pas se mentir, mais ils ont aussi pris une empreinte du pied du bébé et ensuite ils m'ont offert la photo avec le pied du bébé et la date de naissance. Donc ça, je trouvais ça super mignon. Dans le pack, tout a été utile. C'est vrai, ils donnent des culottes à velcro pour après l'accouchement, tout ce qui est serviettes hygiéniques. Et pour ton séjour à Red Cross, t'étais en blouse fournie par l'établissement? Oui, alors en fait, je suis restée dans la blouse d'accouchement de Ecolio quand ils m'ont transférée et pendant 3 jours, j'ai pas pu changer de vêtements. Donc autant vous dire qu'après 3 jours, la douche a été très réconfortante. Ouais. Et ensuite, j'ai pu passer directement avec mes pyjamas que j'avais ramenés. Okay. Voilà, je suis venue avec une petite valise de maternité. Et tant mieux parce que tout était effectivement fourni, donc j'ai pas eu trop de soucis. Moi, dans mon cas, ils m'ont pas fourni de blouse à Ecolio. Mais je sais pas si c'était un peu différent, le fait que t'as eu césarienne et une prise en charge différente. Mais moi, je suis venue avec mes vêtements et j'ai pas eu besoin d'utiliser des vêtements qu'ils m'ont fournis. Attends, donc toi, t'as accouché dans un t-shirt, par exemple, en coton qui était à toi? Oui. D'accord. Non, moi non. Ils m'ont donné une sorte Ouais, moi non plus, moi non. Ouais. Moi, j'ai accouché dans une blouse qui m'était... En fait, je suis arrivée habillée à peu près comme je suis habillée aujourd'hui. J'avais amené des pyjamas et comme un petit peignoir, etc. Quand ils m'ont transférée dans la salle d'accouchement, on m'a demandé est-ce que vous avez des vêtements que vous voulez mettre pour être à l'aise pour l'accouchement. J'ai dit oui, j'ai apporté ça. Ils m'ont aidé à me changer, puis voilà, c'était réglé. Je pense que nous on a une opération, donc tu peux pas porter les mêmes vêtements. Oui, mais moi, avant de partir en césarienne, j'étais déjà dans la blouse, fournie par l'hôpital. Pendant mon pré-travail et pendant le déclenchement, j'étais déjà en blouse, moi. Dès que je suis arrivée à Iku, on m'a donné une blouse. Et j'ai fait alors, je me suis changée, j'ai pris des douches, mais j'avais toujours la même blouse. Une magnifique blouse rose avec des pois blancs, qui nous va très bien au teint. Toutes mes photos prises à l'hôpital, vraiment, c'est un délice. Mais c'est vrai que Ecolio, on m'avait dit, quand je me renseignais sur qu'est-ce qu'il faut que j'emmène, déjà, Ecolio, il te donne un QR code avec une sorte de petit guidebook sur toutes les différentes étapes de la grossesse, dont qu'est-ce qu'on amène à l'hôpital. Et ils avaient précisé effectivement qu'on pouvait ramener le t-shirt, ou les vêtements dans lesquels on voulait accoucher. Ok, super. Ah, c'est beau. On nous avait donné une liste de ce qui serait fourni par l'hôpital. Pareil, ils nous ont donné shampoing, gel douche, les affaires de toilette. Pour le séjour avant l'accouchement, je pouvais faire le choix de louer tout ce qui était serviettes et tenues qui ressemblent à des pyjamas en fait. Avant l'accouchement, moi j'ai décidé de porter mes propres vêtements. Après l'accouchement, ils m'ont fourni, pour l'accouchement déjà, ils m'ont fourni une espèce de grande chemise de nuit rose aussi dans laquelle j'ai accouché. Le matin de mon déclenchement, ils m'ont dit vous mettez ce vêtement-là. Et ensuite, tous les jours, je pouvais utiliser les serviettes qui étaient fournies par l'établissement et aussi des vêtements qui ressemblaient à un pyjama qui s'ouvrait un peu en mode kimono, qui facilitait l'allaitement et la prise en main avec les bébés. À Iku Hospital. Pour moi, la maman accouchante, dans la salle de bain de la chambre, il y avait des protections hygiéniques, mais c'était déjà mentionné sur la liste de maternité, donc j'avais pris le nécessaire. On m'a fourni pour toute la durée de mon séjour des blouses, notamment pendant le déclenchement jusqu'à l'accouchement. À partir du moment où j'ai pu me doucher, j'ai pu être dans mes vêtements. Dans la chambre, il y avait un petit coussin d'allaitement, mais j'avais quand même pris le mien. Et à la réflexion, j'ai apprécié d'avoir le mien parce que j'ai un souvenir d'un coussin très rigide, très rude. J'avais pas du tout tout ce qui était produit d'hygiène, moi, c'était pas fourni. J'avais dû tout prendre. Tout ce qui était linge de toilette, c'était pas fourni. J'avais dû tout prendre. Et après, pour le bébé, il y avait une boîte cadeau. Dans mon souvenir, il y avait un espèce de body et je crois même des petites chaussures.
Et après, mon fils était habillé avec son petit bonnet. Ils avaient mis un petit bonnet à mon fils tout de suite après la naissance et un petit peignoir puisque, comme ce qu'a mentionné Pauline tout à l'heure, il y a rien à amener pour l'enfant jusqu'à sa sortie de l'hôpital. Voilà, il était tout le temps dans un petit peignoir kimono, un petit drapé là en éponge blanc. D'ailleurs, c'est magnifique. J'avais qu'une envie, c'était de partir avec, enfin de le racheter. J'étais prête à tout, mais c'était pas possible. Ah, je trouvais ça trop mignon. Ça fait des photos, c'est incroyable, c'est trop mignon. Et puis ça, c'est un vrai souvenir. C'est très japonais en fait. Je voulais le même aussi. On avait les mêmes À Red Cross. à Red Cross, et trop joli. Ouais. J'ai demandé aussi pour l'acheter, c'était pas possible. Ouais. Et surtout, ce que je trouvais super, c'était qu'il y avait ce drapé devant là, comme un kimono. Voilà, ça passe d'un côté, ça passe de l'autre. Et surtout pour le changer, en fait, on baisse ce grand rabat au niveau des pieds, on change la couche et hop, on rabat. Et voilà, c'était très pratique parce qu'il y avait je me souviens, il y avait des grandes poubelles dans le couloir où en fait tu mettais le kimono une fois qu'il était taché. Et puis il te redonnait, où il y avait un tiroir dans le berceau où il y avait toujours un kimono qui était fourni pour les bébés, un paquet de couches. Et on m'avait dit, voilà, c'est le paquet de couches pour votre fils. Et une fois qu'il y en a plus, c'est à vous d'en racheter. Qui est quand même bien pensé à Haiku. 9e étage, il y a un petit shop avec les produits indispensables, donc notamment les Pampers Newborn. Chacune, vous avez toutes commencé un peu à mentionner votre sac de maternité. Est-ce que l'hôpital vous avait communiqué cette liste au cours de votre suivi de grossesse? Dans cette liste, est-ce qu'il y avait un objet surprenant, insolite? Et voilà, et après me dire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez apporté qui n'était pas sur votre liste, qui vous a littéralement sauvé? Quelque chose que vous recommanderiez, enfin votre indispensable? Et au contraire, quelque chose que vous avez emmené qui ne vous a servi à rien, ou quelque chose qui vous a terriblement manqué? Dans mon sac de maternité, j'ai surtout pris des affaires pour l'accouchement. Parce que j'ai vaincu mon stress de lire la paperasse japonaise que nous avait fournie la clinique, je me suis rendu compte que toutes les informations sont notées dans un petit QR code. Il fallait tout simplement lire. Mais effectivement, comme ils donnent tellement de papier, en parallèle à la mairie, on reçoit tellement de papier que j'avais fait un peu une phobie de paperasse et j'avais pas lu jusqu'à un peu la dernière minute. Si j'ai un conseil, c'est regarder les papiers, même il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Tout est fourni, incluant la liste de maternité. Donc, ce qui m'a vraiment été utile, c'est les vêtements pour moi qui sont amples et confortables, des objets qui m'ont servi pour l'accouchement, comme par exemple des petits snacks et de l'eau à boire, etc. Je me suis vraiment concentrée sur apporter ce qui a été demandé dans la liste et j'ai pas vraiment apporté de choses supplémentaires et j'ai manqué de rien. Dans mon cas, j'aurais pas vraiment de conseils, simplement ça dépend du caractère de la personne. Si vous avez besoin pour vous rassurer d'apporter énormément de choses, apportez énormément de choses, mais concrètement si vous avez oublié quelque chose, il y aura toujours un combiné ou quelque chose pour vous dépanner, ou à la limite demander au papa de rentrer à la maison pour apporter quelque chose de supplémentaire. Donc au niveau du sac de maternité, je dirais ne pas trop se stresser par rapport à ça. Sachant que mon séjour a été, entre guillemets, court pour le Japon. Donc après, effectivement, si on fait un séjour plus long, il y a peut-être plus de choses à prévoir. Donc pour moi, le sac de maternité, comme pour Pauline, au début, je savais pas trop ce qu'il fallait prendre, et en demandant un rendez-vous à Ikulio, on m'a dit regardez le QR code qu'on vous a fourni en tout début. Le premier rendez-vous, on nous donne le QR code, et c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe d'aller voir à chaque session, mais donc tout est marqué dedans. Et j'ai quand même fait un peu qu'à ma tête, c'est-à-dire que quand je suis rentrée en France, j'en ai profité pour faire une valise maternité un peu à la française. Donc j'ai acheté une sorte de bouée gonflable au cas où justement il y avait épisiotomie. J'avais acheté une sorte de petite pipette. Donc ça m'a pas servi du coup. Donc le premier parce que j'ai eu une césarienne, et le second, la petite pipette, enfin un peu une poire périnéale en fait, pour arroser notamment ta vulve quand tu fais pipi, pour éviter qu'au moment où tu urines, ça te brûle, et surtout si tu as des points. Ça, moi aussi, ça m'était fourni à Haiku, j'ai oublié, mais je l'ai pas utilisé. Et du coup, j'en ai pas eu besoin. Je me suis dit, les toilettes japonaises, elles font pas aussi. Du coup, au final, ce qui m'a vraiment servi, ça a été mes affaires à moi, des pyjamas très amples qui peuvent s'ouvrir sur le devant. Pour celles qui veulent allaiter, c'est quand même super important de pouvoir ouvrir, fermer. Et des choses qui m'ont manqué et que j'ai acheté du coup après coup, c'est une sorte de fond que tu mets sur ta bouteille d'eau avec une paille. Ah oui.
Donc à Ikurio, quand j'ai débarqué, on m'a dit quoi, vous n'avez pas votre paille pour la bouteille? Non. Et ça s'achète dans les combini aussi assez facilement. Donc mon mari a été en acheter pour moi. Et une chose que j'hésitais ne pas avoir aussi, ce serait d'acheter une sorte de, comment je peux décrire ça, quelque chose qu'on met à côté du lit pour pouvoir ranger, enfin une petite sacoche, enfin une petite pochette qu'on peut accrocher sur le lit d'hôpital. Parce que mon portable, en fait, j'avais tellement pas bougé suite à l'opération que j'arrivais pas à attraper les choses à côté de moi sur la commode d'à côté. Et j'aurais vraiment aimé avoir sur le côté du lit en fait une petite pochette où je pouvais mettre mon portable, je sais pas, un stylo, mon chargeur, ce genre de choses là. Donc je conseille d'avoir ça sous la main. Ouais, parce que même quand ils arrivent avec les plateaux repas, ils te demandent de complètement cleaner ton plateau et c'est vrai que t'as ton téléphone, des fois des cachets, des trucs, ils te mettent ça complètement à côté et en fait quand ils viennent débarrasser ton plateau, et parfois ils remettent pas, donc après tu te retrouves à appeler pour qu'on te ramène ton truc ou te lever difficilement. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une bonne astuce ça. Pour Sebo, il y a aussi beaucoup de choses qui étaient très utiles, qui avaient été fournies. Tout à l'heure, je mentionnais les vêtements post-accouchement qui s'ouvrent pour l'allaitement. Ça, c'était top. Le petit boudin sur lequel s'asseoir en cas d'épisiotomie, ça, c'était vraiment appréciable. J'ai pas l'impression d'avoir manqué de grand chose en ce qui me concerne, mais j'avais de la visite régulière. Donc, quand il me manquait quelque chose, je leur demandais de me l'apporter. Pour le séjour avant l'accouchement, j'étais contente d'avoir de la lecture et des choses à grignoter. Et après l'accouchement, c'est vrai que le rythme était assez effréné, donc j'ai pas vraiment eu le temps de m'ennuyer non plus. Une des choses que j'avais lues comme conseil, c'était de prendre un chargeur assez long. Et ça, j'avais pris avec moi et je pense que c'est utile parce qu'on sait jamais où la prise va vraiment se trouver par rapport à notre lit. Et c'est vrai qu'on aime bien quand même pouvoir communiquer avec l'extérieur et avoir un téléphone chargé. Donc ça, ce serait ma recommandation. Pour les chambres partagées, ça peut être pas mal d'avoir des boules caisses au cas où on aurait une voisine un peu bruyante ou un masque pour les yeux aussi dans n'importe quelle chambre. Les volets au Japon, c'est un concept qui est un peu évasif. C'est pas garanti qu'il y ait des volets partout, donc ceux qui sont sensibles à la lumière, je dirais un masque. Après, c'est vrai que nous, dans les chambres partagées, on avait quand même un minimum d'intimité avec des rideaux qui entouraient chaque lit pour créer un petit espace cocon quand même autour de nous. Voilà, je pense les petites choses du quotidien qui permettent de sentir un peu à la maison, de se rassurer. Et après, de la même façon, à Sebo, il y avait aussi tout ce qui était distributeur pour même pour des protections hygiéniques ou pour l'anoline qui permet de protéger la poitrine pendant l'allaitement. On m'a recommandé d'aller en acheter au distributeur, un distributeur à boissons aussi. Et on avait aussi un petit magasin au rez-de-chaussée qui permettait de complémenter si on avait besoin d'acheter du shampoing ou des choses parce qu'on en avait plus. Ça, c'était utile aussi, mais disponible sur place. À Aiku, on ne m'a jamais parlé de la valise de maternité. J'ai pas eu de QR code. Et en fait, c'est au cours de mon 7e mois de grossesse. Je parle de ça avec ma professeure de japonais et c'est elle qui à l'époque m'a transmis tout simplement la liste de maternité qui était communiquée par l'hôpital. Alors aujourd'hui, là, ce matin, avant l'enregistrement, j'ai fait un petit check et j'ai regardé sur le site internet. L'information est facilement accessible et maintenant la liste des éléments à apporter est très claire, très identifiable. Donc je sais pas si à l'époque j'avais mal cherché ou pas cherché, je m'en souviens plus, mais je sais qu'on m'en avait jamais parlé. Je pensais naïvement qu'on allait me donner ça en fait à un rendez-vous sage-femme. J'avais pris tout ce qui était demandé et notamment il y avait un élément moi que j'ai trouvé tellement insolite, des culottes à velcro comme ce que mentionnait tout à l'heure Zoé. Vraiment, je ne savais pas ce que c'était. J'ai mis un temps fou à comprendre ce que c'était. Et en fait, c'est tout simplement une culotte avec un scratch sur l'avant, au niveau du pubis, qui permet, lors des contrôles de santé, ils ouvrent cette culotte par ce scratch et ils abaissent la culotte. C'est l'objet le plus insolite, mais le plus pratique qu'il y avait dans ma valise. Je me souviens qu'il y avait des recommandations aussi de prendre idéalement des pyjamas qui s'ouvraient vers l'avant. Alors pas tant pour l'allaitement, mais aussi pour justement ces contrôles de santé. Et c'est vrai que les quelques fois où j'ai été en pantalon, j'ai trouvé ça très pénible de devoir me mettre debout, baisser mon pantalon, me rallonger après le contrôle de santé, me relever, remettre mon pantalon. Alors qu'en fait, un grand pyjama, une grande chemise de nuit était très pratique, même si j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus, je pense, sympa et peut-être plus féminin que ce que j'avais réussi à trouver ici. J'aurais adoré avoir un grand kimono dans un beau tissu, épais, quelque chose de long que j'aurais pu passer un peu croisé en cache-cœur, comme ce que toi tu mentionnais tout à l'heure, Maud, pour l'allaitement qui t'avait été fourni par Seibo. Ça, c'est un peu un regret, de pas avoir peut-être anticipé quelque chose comme ça.
Et après, moi, ce que j'avais mis dans ma valise, j'avais quand même pas mal de copines qui avaient déjà accouché en France et certaines avaient été très honnêtes, voilà, sur toute la partie le premier pipi et le premier caca. On va se parler franchement. Et beaucoup m'avaient dit quand même que ça pouvait être douloureux. Donc, je crois que j'avais quand même beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Même si j'ai accouché par césarienne, je me suis blindée, gavée de pruneaux et de magnésium pendant tout mon séjour. Donc ça, je dirais quand même que je recommande de prendre du magnésium. Ça m'avait été aussi recommandé par l'ostéopathe que j'avais consulté pendant ma grossesse, qui m'avait dit voilà, ça peut quand même soulager votre périnée, de faire en sorte que vous soyez pas déjà constipé pendant la grossesse, puisque ça peut être un des maux de grossesse, et aussi pour l'après, voilà, de pas avoir à forcer. Et c'est vrai que ça, je regrette pas du tout. Vraiment, je dirais que ouais, un bon magnésium. Alors je crois qu'il y a des dosages spécifiques. Ça aussi, je dirais qu'il faut quand même toujours se rapprocher d'un professionnel de santé. Puis les pruneaux, j'avais trouvé les miens chez Donkey. Depuis maintenant, je suis plus alerte à les reconnaître en supermarché. Et moi, j'avais quand même aussi blindé ma valise de snacks d'allaitement pour aider mon allaitement. Et vraiment, j'ai un souvenir hyper fort gustatif de mes snacks. C'était chez Jolly Mama. C'était des snacks au cacao. J'avais trop aimé ça. Ça m'a bien réconforté pendant mon séjour. Ce qui m'a terriblement manqué, c'est de l'eau, parce que vraiment, je manquais d'eau à l'hôpital. Je trouvais qu'il y avait peu d'eau, mais ça, on va en parler tout de suite après. Sur mon plateau repas, je n'avais jamais d'eau. Mais comme Maud, il y avait en réalité un distributeur dans l'espace de vie à l'étage, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais eu la présence d'esprit, d'en fait, d'aller à ce distributeur m'acheter ma bouteille d'eau. J'étais tout le temps sèche de la bouche, et puis peut-être aussi les débuts d'allaitement, même si c'était au moment où ça se mettait en place, mais voilà, j'avais tout le temps soif. J'étais dans la même équipe que toi. J'avais tout le temps soif aussi. J'ai demandé à mon mari de me ramener des bouteilles de 2 litres pour arrêter de collectionner les bouteilles du distributeur. Ceci étant dit, une chose qui était du coup très utile à avoir avec moi ou que je recommanderais de prendre, c'est de la monnaie pour le distributeur. C'est vrai. Parce qu'en cas de soif, moi-même quand j'avais commencé mes contractions le jour du déclenchement et que j'avais pas pris de bouteille avec moi parce que j'étais pas au courant du déroulé de la journée. À un moment donné, je me suis retrouvée à avoir soif et à pas savoir combien de temps j'allais passer dans cette situation. Et en gros, j'ai donné ma carte Passmo, ma carte de transport qui permet d'acheter au distributeur. Je l'ai donnée à la sage-femme pour qu'elle aille m'acheter une bouteille d'eau au distributeur. Donc avoir des moyens de paiement. C'est vrai, c'est trop marrant que tu parles du déclenchement parce que c'est à peu près la même configuration que toi. Quand le déclenchement s'est passé sur la fin, il y a eu un moment, j'ai hyper soif. J'avais mes contractions qui étaient très douloureuses. À ce moment-là, j'avais pas pris d'eau, donc j'avais pas d'eau. Et je me souviens qu'à l'hôpital, il y avait une feuille A4 plastifiée avec les boissons qui étaient autorisées, les boissons qui étaient pas autorisées sur le distributeur. Et Bertrand est allé me chercher un Pocari Sweet en gelée, comme une pomme-pote, quoi. C'était hyper pratique parce que comme j'étais allongée sur le côté, en fait, la jelly était beaucoup plus pratique à boire parce que je n'avais pas du tout la petite paille bouchon comme nous vient de nous décrire Zoé. Et en fait, c'est vrai que cette jelly, c'était hyper agréable. On dit toujours qu'on mange super bien à la maternité au Japon. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier repas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué sur ce plateau? Quelque chose qui maintenant vous rappelle ce séjour? Est-ce que le plus simple, vous pouvez manger avec vous en chambre? Est-ce que c'était quelque chose qui était proposé? Alors au niveau des repas, comme on s'y attendait, c'était très bon. On était vraiment pas surpris, mais quand même surpris de la quantité. C'était très copieux. Donc je me disais, ils essayent de me gaver vraiment pour que je sois bien en forme. J'ai pris mon premier repas dans la salle où j'ai accouché, peut-être 30 minutes après l'accouchement. En fait, j'ai accouché, il était 12h50 et ils m'ont dit... nous venons juste de servir les plateaux repas dans les chambres. Est-ce que vous voulez prendre le plateau repas du midi? Moi, j'avais faim, donc je me suis dit ouais. Donc, ils m'ont amené mon petit plateau repas pendant qu'ils étaient en train de peser Noémie et tout, qu'ils l'ont pris pendant 10 minutes. Donc, j'ai mangé pendant ce temps-là. Suite à ça, comme mon mari restait aussi tous les jours, matin, midi et soir avec nous, j'ai dit ce serait bien qu'il ait aussi accès à la nourriture sur place plutôt qu'il aille à chaque fois à l'extérieur. Donc il faut réserver la veille. Malheureusement pour le jour même, il a pas pu réserver, donc il a dû acheter quelque chose séparément. Mais donc du coup, à partir du 2e jour, on va payer bien sûr un supplément. Oui, je sais plus combien ça a coûté, mais c'est une option qui est possible. C'est une option qui est possible. Donc, à partir du lendemain matin, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner étaient fournis pour 2 dans la chambre. Donc, on mangeait ensemble. La même chose. Il me semble qu'au 2e ou 3e jour, j'ai eu le repas de fête, de célébration. Donc, celui-là était juste pour moi. Et ce jour-là, il a eu un repas normal, il me semble. Ce repas de fête, célébration, c'est quand même assez marquant au niveau de la présentation. Ça fait vraiment penser à un repas de fête, quoi. Et
donc t'as toujours un poisson grillé entier qui te servent avec plusieurs petits plats autour, comme on voit souvent en fait dans les plateaux repas japonais. Et là, c'était un repas à 2 étages en fait. Donc une fois que t'avais fini ton premier étage où il y avait le poisson, etc., tu soulevais le petit plateau et en dessous il y avait un autre plateau avec encore plus à manger. Et honnêtement, on avait assez pour manger à 2 tellement que c'était copieux quoi. Alors à Niseki, les repas étaient très bons. Moi, j'ai adoré personnellement les repas des hôpitaux japonais, donc fidèles à leur réputation. Même si c'est des ingrédients, enfin c'est des plats très très japonais. Je me souviens pas du tout du tout premier repas, mais je me souviens que j'avais hâte parce que pendant, je pense, au moins 2 jours après l'opération, j'avais rien mangé et donc j'avais quand même très faim. T'avais rien mangé parce qu'on t'avait rien proposé ou parce que toi t'avais refusé des plateaux repas parce que t'avais pas faim? Non, on m'avait rien proposé. En fait, après l'opération, il y avait 24 heures. 24 heures, c'est sûr, où j'avais pas mangé à cause de l'opération. Et À cause de la césarienne. ouais, à cause de la césarienne. Toi, juste après la césarienne, t'as pu manger? Bah, moi j'ai accouché, moi j'ai été césarisée à minuit. Mon fils il est né à minuit 7. Je crois que je me souviens d'un petit déj ou au moins d'un déjeuner, ouais. J'ai dû attendre. Ok. Et en plus, avant l'opération, j'étais assez malade, que j'avais fait l'opération sans avoir mangé, donc j'avais très faim. Donc je me souviens pas de ce que c'était, mais je me souviens que j'avais beaucoup apprécié en tout cas ce premier repas. Et s'il y a un repas qui m'a marqué particulièrement, non, je trouvais que tout était dans l'ensemble très bon. Ma mère qui est française était venue et elle avait trouvé ça bizarre que j'apprécie autant les plats qui m'étaient servis, mais c'était pas mal. Et est-ce qu'il y a quelque chose sur le plateau qui t'a particulièrement marqué à chaque repas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est revenu souvent? Le riz, il y a du riz quand même matin, midi et soir. J'aime bien le riz japonais, hein, mais c'est vrai que tous les jours, j'essayais de le manger le plus possible, mais à la fin, j'arrivais plus à finir mes bols de riz. Un conseil qu'on m'a donné et qui a été très pratique, et c'est d'acheter des furikake. Tu vois ce que c'est? C'est c'est une sorte de poudre qui a plusieurs goûts différents. Ça peut être de l'œuf, des algues séchées, et ça, tu peux le mettre sur ton riz pour l'aromatiser. Poudre. Ouais. Et ça, on en avait parlé avant, et du coup, j'en avais acheté plein, et du coup, le riz était un peu meilleur. Ça permettait de varier, en fait. Voilà, exactement. Donc, petit conseil, je pense que ça peut être pas mal de prendre ça en compte. Furikake. Et après, c'était très japonais, donc il y avait toujours plein de petits plats différents avec un petit menu qui nous était imprimé, et c'était plutôt sympa. Super. Et est-ce que ton plus sain pouvait manger avec toi? C'était possible si on faisait la demande et qu'on payait un supplément, mais on l'a pas fait. Je parle pour Sebo. Mon plus un, non, il pouvait jamais venir dans ma chambre, quoi qu'il en soit. Donc non, mes repas étaient tout le temps seuls. C'était plutôt bon. Après, moi, je suis très, j'aime beaucoup la cuisine japonaise, et c'était quand même très cuisine japonaise. Ben, tout ce qui était, il y avait toujours un bol de riz, globalement, un plat avec un peu de viande ou du poisson, des légumes en accompagnement, parfois un bloc de tofu, parfois. Donc c'était assez équilibré. J'avais toujours un petit papier qui me donnait le descriptif de chaque plat et qui confirmait aussi qu'il n'y avait pas de kiwi parce qu'il m'avait demandé mes allergies. Et donc à chaque fois, il me surlignait que leur doigt, la ligne qui disait pas de kiwi, comme si ça allait me créer un risque. Mais bon, il prenait soin en fait à faire attention à ce que ça corresponde à mes besoins et à mes restrictions. Et j'ai eu un repas spécial, même 2 repas spéciaux après l'accouchement, dans les jours qui ont suivi, donc pas le jour juste après. Je pense qu'il laisse juste un petit peu quand même de temps la première journée pour qu'on passe la première journée et qu'on s'adapte. Mais la journée suivante et je crois la veille de mon départ, j'ai eu des repas spéciaux avec des couverts en fait spéciaux. Enfin, c'était dans des boîtes laquées japonaises, dans des bento. Genre un repas de fête. Un repas de fête avec beaucoup plus de petits plats, une qualité incroyable. C'était vraiment comme dans un restaurant de luxe japonais. Le contexte dans lequel j'ai mangé était le même. C'était sur un lit d'hôpital avec un rideau et mes voisines autour, mais ça avait un petit goût de victoire quand même. Et puis, tu sais, tu te sens célébré, tu sens qu'il y a un effort qui a été fait pour mettre un point d'honneur à ce que tu as un moment de célébration après ton accouchement. Donc ça, c'était appréciable. Sur les petites choses que j'avais sur mon plateau, souvent le matin, j'avais une petite brique de lait qui est pas j'ai pas l'habitude chez moi de boire du lait le matin, mais à ce moment-là, j'appréciais vraiment. Ça, je sais pas, c'était assez rafraîchissant. Et globalement, les repas, je crois que je laissais jamais rien sur mon plateau, en fait. Donc ça reste un bon souvenir, toute cette partie repas. Je te rejoins là-dessus, Maude. Moi aussi, à Haïkou, j'ai quand même un très bon souvenir des repas. Je crois que mon premier repas, j'en ai quand même un souvenir assez clair parce que je m'étais dit, punaise, c'est que des bouillons. J'ai un souvenir d'un plateau avec 3 petits bols, je dirais, de soupe miso, tu sais, avec le couvercle. Et c'était des bouillons.
Et je m'étais dit, ah oui, bah voilà, il faut hydrater le corps, réchauffer le corps. Comme toi, il y avait quand même beaucoup de riz. J'étais contente d'avoir mes pruneaux en backup. Parce qu'à chaque fois, je mangeais tout ce riz, je me disais, ouh là là, ça va pas aider, c'est de notre affaire. Et après, si je me souviens, moi, d'un aliment, c'était les petits yaourts à boire. C'est des tout petits yaourts, je dirais en France, ça peut être semblable un peu à des Actimel. Et ici, au Japon, il peut avoir des goûts à la fraise, au raisin, à la prune d'ailleurs, ou à la myrtille. Et moi, quand je voyais celui au raisin qui est vert, l'étiquette est verte, mais j'étais tellement heureuse. Et quand il y avait pas ce yaourt au raisin, j'étais triste. Je dirais quand même que un peu plus d'eau, ça aurait été agréable, parce que comme toi, j'avais une brique de lait sur mon plateau, le yaourt à boire pour les autres repas. Et sur la partie, est-ce que le plus sain pouvait manger avec moi? Je n'ai jamais posé la question, puisque mon mari, en toute transparence, a gardé ses jours de congé paternité pour notre sortie. Il n'était pas avec moi en journée, il venait me visiter le soir. Donc le repas du midi, il était jamais là, et le repas du soir, je pense qu'il arrivait après ou pendant, parce que j'ai quand même un souvenir où les repas étaient servis assez tôt, hein. Pareil. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde la partie plus émotionnelle du séjour. Est-ce que vous vous êtes senti écouté, soutenu? Est-ce que vous avez eu l'impression que le personnel médical apportait un soin particulier à votre présence du fait que vous étiez une étrangère qui accouche loin de chez elle, loin de ses repères, ou au contraire une attitude un peu de mise à l'écart? Voilà, de savoir un peu comment vous vous êtes senti dans cet environnement médical japonais, et aussi quel a été votre ressenti, votre vécu global sur cette expérience. Ils nous ont vraiment bien entourés. On a eu beaucoup de soutien au suite de l'accouchement en fait pour un peu apprendre les choses élémentaires, comment s'occuper d'un bébé, sachant que c'était mon premier enfant et j'ai pas forcément de bébé autour de moi dans ma famille non plus. Donc ils nous expliquent vraiment tout. Si on sait rien, c'est parfait. Au niveau de l'allaitement, moi je souhaitais allaiter aussi. J'ai été beaucoup aidée au niveau de l'allaitement. On avait en fait une consultante en lactation qui venait nous aider, nous expliquer les positions, etc. pour l'allaitement. Sachant qu'ils mettent quand même aussi beaucoup l'accent sur il faut que le bébé reprenne du poids très rapidement. Ils nous expliquent bien l'allaitement, ils nous laissent allaiter autant de fois qu'on veut, autant de temps, ils nous expliquent bien, mais si au final, au bout des 3 jours de séjour, le bébé ne reprend pas du poids, ils sont quand même très très rapides à nous dire là il faudrait peut-être complémenter un petit peu avec du lait infantile, histoire que le bébé reprenne le poids de naissance assez rapidement. Mais sinon, de manière générale, vraiment toutes les sages-femmes et les infirmières et les médecins sont vraiment très à l'écoute. C'est encore une fois à Ikurio, il faut parler japonais, donc si on ne parle pas la langue, c'est quand même peut-être un peu plus difficile. Moi, je me suis retrouvée dans certaines conditions, certaines fois où je comprenais pas ce qui se passait spécifiquement. Mais de manière générale, ils sont quand même bienveillants et ils essayent vraiment de nous mettre à l'aise. Et les peu de sages-femmes qui parlaient un peu anglais, ils essayaient vraiment de communiquer avec moi. Donc franchement, de manière globale, j'ai vraiment une expérience positive. Après, forcément, on a un manque de sommeil, donc au niveau négatif, je veux dire, on est vraiment fatigué et c'est difficile parfois de prendre n'importe quelle décision, même des décisions très simples. Est-ce que tu dirais quand même que ce séjour, pas forcément là en effet, on sort complètement de l'aspect établissement, mais est-ce que tu dirais quand même que ton séjour à la maternité a influencé tes débuts en tant que maman? Et si oui, en fait, comment et pourquoi? Ouais, parce qu'en fait, je pense que lors du séjour, on reçoit beaucoup de conseils, on pose beaucoup de questions et on reçoit beaucoup de conseils en échange. Et c'est un peu les seules informations qu'on a au début. Donc c'est vrai qu'au début, quand on a un seul son de cloche, on a tendance à suivre un peu leurs conseils. Par exemple, sur le fait que mon bébé n'avait pas repris le poids de naissance au début, au bout de 3 ou 4 jours, et qui m'avait conseillé de donner du lait infantile en plus de l'allaitement. Donc j'ai continué au début à lui donner les biberons en plus de l'allaitement pendant 2-3 jours quand je suis entrée à la maison. Et en fait, ensuite, lorsque j'ai eu un peu plus de temps pour me renseigner, discuter avec d'autres personnes et aussi juste me poser pour réfléchir un petit peu, en fait, c'est là que j'ai commencé à prendre plus mes marques et prendre mes décisions personnelles. En piochant à droite à gauche, après, on arrive à se faire un avis personnel et on peut, on va dire, un peu casser ce lien entre la maternité et la vie à la maternité et après la vie future à la maison. Mais c'est vrai que c'est quand même marquant
quand c'est la première fois et qu'on connaît pas, forcément, on va avoir tendance, en tout cas dans mon cas, je vais avoir tendance à faire confiance. Je me dis c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font mieux que moi, donc forcément je vais suivre tout ce qu'ils disent à la lettre et après finalement ça devient un peu plus flexible, ça s'assouplit avec le temps. Mais d'un côté, c'est vraiment peut-être quelque chose de particulièrement japonais, c'est que ils le font toujours un peu dans la bienveillance, c'est toujours très ils parlent toujours d'une manière très bienveillante et parfois peut-être même trop. Je sais pas si en France ce serait similaire, peut-être en France les gens donneraient peut-être plus des avis tranchés. En fait, ce que je veux dire c'est qu'au Japon, comme ils sont trop bienveillants, parfois ils disent vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça, et donc t'es un peu perdu parce que t'as pas vraiment d'avis. Moi, je voudrais un avis. Il faut que vous suiviez ce chemin-là, vous fassiez cette chose-là. On vous conseille ça, voilà. Mais c'est pas comme ça au Japon. Au Japon, c'est plus un peu, je sais pas, on est un peu dans le flottement de. Il y a ces différentes choses. Ce serait bien que vous pensiez à faire comme ça, ou voilà. Et donc du coup, il y a peut-être cet aspect un petit peu négatif, mais ça reflète la vie au Japon en fait et la société japonaise dans son ensemble plutôt que l'aspect spécifique de la maternité. Dans tous les cas, je pense que si on a une maternité au Japon, il faut s'attendre à être au Japon et donc dans la société japonaise. Il y aura toujours des chocs culturels et des choses différentes, mais c'est ça aussi qui fait que c'est bien, je pense. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire différemment par rapport à ce séjour? J'ai vraiment utilisé le temps que j'avais à Ikorio pour vraiment essayer de mettre en place l'allaitement et d'apprendre les choses de base pour m'occuper de mon bébé. Le temps est passé très vite finalement, contrairement aux autres filles ici. Je suis pas restée aussi longtemps, donc ça a quand même passé très vite. S'il y a quelque chose que je ferais un peu différemment, ce serait peut-être de prendre encore plus de temps pour me reposer finalement, parce que voilà, on a parlé du fait que tout est fourni pour le bébé, donc ça comprend aussi le fait qu'en fait on n'a pas besoin de faire de lessive. Ils nous amènent les plateaux repas, on n'a pas besoin de faire à manger. Ils nous ramènent les plateaux repas, on n'a rien besoin de faire en fait. Même, c'est presque, je pense que parfois, ils te préparent même les biberons. Enfin, tu peux même, à Ikorio, leur demander, en fait, qu'ils prennent l'enfant autant de temps que tu veux, ils le mettent en nurserie et ils le nourrissent, etc., si tu veux te reposer. Donc, en fait, j'étais tellement focalisée sur je veux vraiment essayer de mettre en place l'allaitement que j'y ai passé énormément de temps. T'en as oublié de te reposer. Et du coup, je pense que après quand tu sais rien, en plus c'est la première fois, tu t'es toujours là en train de, tu sais, sur internet à lire des trucs toute la nuit et tout en te disant il faut que j'ai cette information, il faut que j'ai cette information. Est-ce que je peux vraiment regretter d'avoir fait ça? J'aurais pas fait différemment parce que c'est la manière dont je suis, mais c'est vrai que peut-être prendre un peu plus de temps juste de fermer les yeux et de pas essayer de m'informer ou voilà. Parce qu'il y a eu des moments où en fait elle dormait ou des moments où elle était pas dans la chambre, elle était avec la sage-femme ou l'infirmière. Et là, j'aurais pu prendre ces moments-là pour me reposer, même 20 minutes, une demi-heure, etc. C'est intéressant parce que justement, je lis beaucoup de trucs sur internet pour m'informer et j'ai lu ce conseil de plein d'autres femmes avant en fait qui disaient si avec le recul, j'aurais pris plus de temps pour essayer de me reposer, etc. Parce qu'après, quand tu rentres à la maison, c'est fini ça. Donc je le savais, mais d'un autre côté, tant que t'en fais pas vraiment l'expérience toi-même, tu peux pas vraiment dire. Donc si un jour j'ai un deuxième enfant, peut-être que je le ferai différemment, mais pour le premier, en tout cas, je regrette pas que j'ai fait de manière générale. Le fait que je parle un peu japonais, je pense, ça a pu aider au fait que j'arrivais à me faire comprendre par le staff. Donc, j'ai pas eu trop de soucis à ce niveau-là. Et au contraire, j'avais été surprise parce que j'avais une image de japonais très professionnel et peut-être un peu froid et distant par leur par la culture japonaise. Et finalement, même en étant très professionnel, j'ai eu quand même des moments qui m'ont quand même marqué. Une fois où j'essayais d'allaiter comme pas possible et j'arrivais pas à sortir mon lait et pendant 3 heures, j'avais des bleus sur les seins à force d'essayer de faire sortir le lait. L'infirmière, elle est venue, elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que vous faites?» Elle s'est mise à genoux, très japonais aussi. Elle m'a pris la main, elle m'a dit: «Là, faut arrêter. Là, vous avez fait votre maximum». Rien d'en parler, j'ai les larmes aux yeux parce que ça m'avait vraiment touchée et j'ai trouvé que c'était très humain et le fait de pouvoir communiquer en japonais, ça m'a aidé, ça c'est sûr, mais j'ai beaucoup apprécié le service, en tout cas, et le staff. Est-ce que globalement tu qualifierais tout ce séjour tout à l'heure, toi tu l'as dit, Zoé, tu as dit moi je me suis sentie quand même tellement bien, j'avais pas forcément envie de rentrer chez moi. Est-ce que pour autant il y a quand même des moments qui ont été difficiles? Donc là tu nous parles de l'allaitement, mais est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été plus difficiles que d'autres? Par exemple de ce côté je suis toute seule, je suis loin, voilà, mon mari est pas là,
Ouais, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, voilà, ça a été très dur, ou au contraire des moments, des vrais highlights dans le séjour, tu vois, des moments de grâce, en fait, des moments qui t'ont marqué, qui ont énormément marqué? Le moment, c'était très dur quand même. Mmh. La fatigue, les 3 premiers jours, en fait, moi, mon bébé était pas avec moi, il était en ICU, donc le service, soins d'urgence, donc j'avais pas le bébé dans la chambre, mais je me remettais de la césarienne et du coup, il y avait la première partie, se remettre de la césarienne qui était, longue et fastidieuse et Douloureuse. douloureuse, ouais. En plus, je sais pas si tu as eu ça, mais moi, j'ai eu des douleurs nerveuses aussi, qui irradient dans l'épaule et tout. Donc même quand tu essayes de te lever, même quand la cicatrice en bas, ça va, en fait, j'avais quand même d'autres douleurs. C'est pas très fun. Et puis après, ils ont amené le bébé. Et alors là, j'ai dû me lever beaucoup plus vite et plus rapidement. Et finalement, ça m'a peut-être aidé à rapidement me remettre sur pied parce que pas le choix. Quand le bébé pleure la nuit, il fallait se lever tout le temps. Et j'ai pas fait trop appel au service des infirmières. J'osais pas trop, comme ça faisait 3 jours que j'avais pas eu le bébé, j'osais pas trop l'envoyer la nuit. Et je regarde un peu aujourd'hui, je me dis j'aurais pu me reposer un petit peu plus. Ouais, utiliser l'aide que tu pouvais avoir, en fait, Exactement. à ce moment-là. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça, des fois, on a du mal et puis on se dit, bah, quand même, il vient d'arriver, il vient de naître, on va pas l'envoyer, c'est ce que j'expliquerai après, mais voilà, le contexte de la nursery où il y avait beaucoup de pleurs fait que j'ai quasiment pas envoyé mon fils en nursery. Mmh. Et pareil, ça, c'est quelque chose que je pourrais changer parce que j'ai trouvé ça quand même ouais, difficile. La césarienne, le fait de devoir se redresser, de marcher, de sentir en bas tous nos muscles, en fait, toute notre peau qui tiraille, Mmh. et en plus de porter un enfant, c'est pas évident. Un moment quand même, un highlight quand même, Ouais. bah, c'est un matin, donc ça faisait 3 jours que j'avais pas vu ma fille et un matin, l'infirmière toque à la porte et qu'est-ce qu'ils amènent? Bah, ma fille et je le savais pas et ils ont amené du coup le berceau à côté du lit. Ils m'ont dit: «Bon, bah, voilà», ils sont partis et je me suis retrouvée toute seule. Ces 5 minutes où j'étais toute seule avec ma fille, je me dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrive?» Et j'ai très vite appelé les infirmiers pour dire: «Bah, j'ose même pas la prendre dans les bras, en fait. Là, j'ai besoin d'une explication sur, comment prendre mon bébé parce que j'osais même pas, elle était tellement petite et tout». Mais ces 5 minutes, je me suis retrouvée toute seule dans la chambre avec ma fille, ça m'a quand même pas mal marquée. Enfin, on était réunis et en même temps, j'étais complètement démunie donc c'est particulier comme moment. Mmh. Je comprends. Est-ce que quand tu analyses ce séjour, tu penses que ça a quand même influencé tes débuts en tant que maman, ton début de maternité, ton début dans la parentalité? Et est-ce que, voilà, il y a quelque chose que tu aimerais refaire ou que tu aimerais au contraire changer dans l'ordre du possible, hein? Alors c'est sûr que ça a un peu chamboulé. Bon, déjà la naissance d'enfant, ça chamboule ta vie quoi qu'il arrive. Mais étant donné que j'ai eu un accouchement très difficile, il y a eu un véritable contre-coup une fois qu'on est rentré chez nous. Et c'est pour ça que je disais que la maternité, finalement, c'était pas plus mal. J'y serais bien peut-être restée un peu plus longtemps parce que rentrer chez nous, on a eu vraiment un contre-coup de toutes les difficultés qu'on a eues, des stress, des peurs, plus la fatigue qui s'était quand même pas mal accumulée. Et du coup, oui, ça c'est sûr que ça nous a affectés très vite dès qu'on est rentré chez nous. Si j'ai un deuxième enfant, je pense que j'aimerais retourner dans les mêmes hôpitaux. Oui. En fait, j'ai rien à dire sur les hôpitaux Ikorio, ils ont été vraiment super tout le long pour les checks. Et Niseki, ils ont été super tout le long des 7 jours que j'ai passé à la maternité. Si j'ai un deuxième enfant, j'aimerais de nouveau accoucher au Japon. Je me vois pas forcément accoucher en France maintenant que j'ai une expérience qui a été plutôt globalement positive. Oui. Et c'est ce que tu connais. Et c'est ce que je connais. Donc ça, je changerai pas. J'y retournerai. Non, je changerai rien. Super. Mmh. Merci Zoé. Merci. Alors, dans le cas de Sebo, c'est vrai que c'était une expérience assez particulière, dans le sens où les visites étaient vraiment restreintes. Donc, toute la partie avant l'accouchement, je l'ai pas mal vécue parce que je me mettais un petit peu dans ma bulle. Mais je m'accrochais quand même aux visites quotidiennes autorisées pour voir non seulement mon mari, mais aussi ma famille qui était en voyage au Japon à ce moment-là et qui, en fait, vivait son séjour sans vraiment me voir plus que ça. Il y a eu un jour où on a eu une panne d'électricité qui a apparemment empêché l'accès des visiteurs. J'ai jamais vraiment compris le lien de cause à effet, mais les visites ont été annulées ce jour-là et c'était ma dernière occasion de voir ma famille avant mon accouchement prévu. Donc ça m'a vraiment mis un gros coup de blues à ce moment-là. Pour le reste, le personnel était présent. Ils étaient disponibles pour répondre à mes questions. Ils venaient souvent s'assurer que j'allais bien physiquement. On me parlait aussi beaucoup de ce qui était le choc émotionnel de l'accouchement, de la naissance. On me demandait si ça allait. Donc je me suis sentie assez entourée. Globalement, je pense qu'il y a quand même un aspect, on va dire, humain qui fait qu'il y a certaines personnes avec qui le courant passait mieux que d'autres. Il y a des sages-femmes qui, même si la communication avec la barrière de la langue à un certain niveau,
rendaient les choses plus compliquées, je voyais dans leur gestuelle, dans leur regard qu'elles étaient vraiment, qu'elles allaient pas m'abandonner, que si j'avais vraiment des questions et que la réponse me convenait pas, qu'elles continueraient de chercher pour me donner une réponse satisfaisante. J'ai eu un moment, pendant la néonatalité où on a fait, en fait, les sages-femmes ont fait dormir mon fils sur le ventre, mais sans me donner d'explication. En gros, il avait des problèmes digestifs parce qu'il est né petit et donc ils l'ont fait dormir sur le ventre pour le soulager, mais j'arrivais pas à me rassurer par rapport au fait qu'ils le fassent dormir sur le ventre et j'avais peur que ça crée des complications puisqu'on nous dit tout le temps de jamais faire dormir un nourrisson, sur le ventre. Donc il y a un moment où j'ai eu des inquiétudes par rapport à ça et la communication est un petit peu compliquée, mais quand j'ai fait part de mes inquiétudes, je pense que c'était même la sage-femme responsable de la néonate à ce moment-là qui est venue et qui m'a parlé avec énormément de bienveillance pour me rassurer par rapport à ça. Donc j'avais quand même une équipe très présente autour de moi. Je me sentais seule, mais je me sentais seule parce qu'en fait, j'ai l'impression de n'avoir personne à qui parler, qui comprenait tout à fait ce que c'était l'expérience que j'étais en train de traverser, c'est-à-dire d'avoir accouché de jumeaux dans un pays dont je maîtrisais la langue qu'à moitié. Donc là, j'avais des personnes qui me parlaient en japonais, mais avec du vocabulaire que je découvrais au fur et à mesure, sachant que j'avais dormi 1 heure. Et donc ça faisait beaucoup à encaisser. Donc c'était un peu la traversée du désert de ce point de vue-là, parce que je voyais pas en fait à qui m'adresser et qui pouvait vraiment comprendre le sentiment qui me traversait à ce moment-là. Mais par rapport à l'encadrement personnel, je peux pas, j'ai pas de reproches. Voilà, c'était vraiment, ils ont fait le nécessaire, je pense. Et est-ce que les moments où tu t'es sentie seule, de par le décalage horaire, est-ce que tu as pu solliciter un peu du relais, des copines en France ou pas tellement parce que là, tu nous décris quand même toi une expérience de jumeaux et en néonate, donc quand même ça multiplie des facteurs très spécifiques. Il y a ça, c'était tellement spécifique. En fait, je pouvais en parler avec mon entourage, mais je peux pas leur demander de comprendre quelque chose qu'ils n'ont pas vécu eux-mêmes. Il y avait aussi un manque de temps, parce que c'était un rythme effréné. Ouais. Je me levais toutes les 3 heures pour aller m'occuper des petits, mais j'arrivais 20 minutes avant les autres mamans et je repartais 1 heure après parce que j'avais 2 enfants dont il fallait que je m'occupe. Donc en fait, entre chaque tétée, j'avais à peu près 1 heure pour trouver le temps de m'endormir, dormir, ensuite je me relevais. Donc j'avais même plus l'énergie en fait d'essayer de communiquer vraiment avec mes proches. J'essayais de leur donner des nouvelles, mais c'était tout. Puis en plus, en parallèle, comme c'est une tangente, mais on a fait des démarches pour changer d'hôpital. Le personnel médical s'adressait à moi pour les démarches administratives concernant le transfert d'hôpital. Et ça, j'aurais préféré qu'il s'adresse à mon mari directement, qui avait quand même plus le temps, l'énergie et les compétences linguistiques pour gérer le dossier. Donc, il y a plusieurs fois, je leur ai demandé de s'adresser à lui directement. Ça, c'était un peu plus compliqué quand même à encaisser. S'il y a quelque chose qui était à refaire pendant la période de néonate, je demanderais peut-être un peu plus facilement de l'aide pour qu'une sage-femme prenne le relais avec mon 2e enfant pendant que je m'occupe du 1er. Parce que je faisais un allaitement mixte, donc il y a forcément un moment où je donnais le sein, un moment où je donnais le biberon, et on pouvait le faire en parallèle avec la sage-femme, mais toutes les sages-femmes n'avaient pas le réflexe de me demander si je voulais un coup de main. Donc il y en a qui me laissaient pendant 2 heures faire un enfant un par un, changer la couche, donner le sein, donner le biberon, etc. Et ça me prenait énormément de temps, énormément d'énergie. Voilà, j'aurais peut-être cherché un petit peu plus d'accompagnement par rapport à la mise en route de l'allaitement aussi. J'ai eu un accompagnement surtout pour s'assurer que j'avais pas d'engorgement. C'était, je pense, leur première inquiétude. Mais j'ai pas eu forcément d'accompagnement pour être sûre que mon allaitement se mettait bien en route en termes de quantité. Et Dieu sait qu'il faut du lait pour allaiter des jumeaux. Donc voilà, je pense que j'étais pas forcément au fait de l'importance des tétés, de la fréquence des tétés, de la discipline qu'il faut en fait pour mettre en place un allaitement. Et enfin, est-ce que tu penses que ton séjour a influencé sur tes débuts de maternité? Ce en quoi ça m'a impacté, c'est ma capacité à confier mes enfants dès le début. J'ai pas eu le choix. On en avait parlé, c'était quelque chose qui m'a posé question pendant ma grossesse. Je savais pas si confier un enfant 1 mois, 2 mois ou 3 mois à quelqu'un même quelqu'un de professionnel, bien sûr, mais j'étais pas sûre d'en être capable. Et en fait, le fait de devoir les confier à des sages-femmes pendant la néonatalité, ça m'a pas laissé le choix. Ce qui était très difficile, on va pas se mentir, hein. J'ai jamais eu mes enfants auprès de moi dans la chambre après l'accouchement. Je les voyais que par intermittence. Mon mari les voyait encore moins. C'était vraiment pas facile émotionnellement à gérer. Mais si je dois voir les choses du bon côté, ça m'a permis de trouver des relais une fois rentrée à la maison
et de faire confiance à des personnes formées pour s'occuper d'eux et pour pouvoir récupérer. Et je pense que dans un premier temps, ça m'a permis d'être plus reposée, plus disponible. Donc il y a la difficulté, mais il y a aussi le positif dans tout ça. Alors moi, pour ma part, à Écou, le personnel a été quand même très soutenant, parce que moi, pour être honnête, j'ai détesté le séjour à la maternité. J'ai détesté ce séjour, mais je pense que c'est lié à plusieurs facteurs. Le premier, en fait, mon analyse, elle vient du fait que je pense que ma chambre était la chambre qui collait la salle de vie. En fait, il faut imaginer un couloir avec 3 pièces qui se succèdent où il y a la nurserie, la pièce de vie, la fameuse pièce de vie où on décrit où les familles peuvent venir, où il y a des distributeurs de boissons. Et en fait, moi, il y avait cette chambre derrière. Donc en fait, il faut imaginer que toute la journée, nuit et jour en réalité, j'entendais des pleurs de bébés. Et je pense vraiment que ça a impacté mon séjour. Donc en fait, pour ça, je n'ai pas du tout aimé mon séjour parce que j'entendais tout le temps des pleurs. Alors quand bien même mon fils était avec moi, parce que j'ai très peu justement mis mon fils en nurserie parce que j'entendais tous ces pleurs et que ça m'a rendu, je crois, zinzin, et je me disais non mais j'ai pas envie de le mettre là-dedans alors que lui il est tout calme. Donc pour ça j'ai pas du tout aimé, mais le personnel, le médical je pense a rapidement compris que c'était dur pour moi parce que je leur disais que c'était dur. J'ai trouvé que l'allaitement était aussi quelque chose de difficile. Mais là aussi, ça dépend toujours du personnel avec lequel on échange, avec lequel on travaille en fait en collaboration pour mettre en place cet allaitement. J'ai trouvé qu'il y avait des sages-femmes, vraiment des nurses qui étaient incroyables dans la disponibilité, les explications, puisque on était toujours à communiquer avec un traducteur, un pocket talk. Les anglophones étaient rarissimes. Franchement, je pense que j'ai vu 2 anglophones sur tout mon séjour, mais elles faisaient toujours l'effort. Il y en avait une qui avait toujours la gentillesse, elle faisait que les journées. Donc en fait, le matin, elle arrivait et elle écrivait souvent en fait un petit mot en anglais. Donc elle avait dû prendre le temps quand même de faire sa traduction en japonais en anglais. Et elle m'écrivait en me disant j'ai appris par l'équipe de nuit que, et elle me faisait un peu la liste de ce qu'elle avait appris. Et franchement, je trouvais ça hyper délicat, hyper touchant, et j'étais toujours contente de l'avoir arrivée parce que elle a vraiment été un pilier fort. Elle était vraiment d'une vraie gentillesse. Donc, je les ai quand même vraiment trouvés dans le soin, la gentillesse, et puis dans cette douceur en fait. C'est comme un personnel qui parle pas fort, il crie jamais dans les couloirs, il ne se hèle pas. Voilà, même si j'avais toujours ces pleurs de bébés autour de moi, je trouve que dans leur communication, ils sont quand même très agréables. Il y a une vraie douceur, une vraie gentillesse. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même agréable. Et après, les moments difficiles, les moments, je dirais, les plus difficiles du séjour, dans ce séjour que je n'ai pas du tout aimé, c'était le moment où la nuit tombait. Moi, j'en ai un souvenir hyper fort. Le moment où je voyais ce jour qui déclinait et où je me disais oh là là, je vais être toute seule. Alors que je savais pourtant que mon mari allait arriver, puisque ça allait être les moments des visites. Mais il y avait vraiment ce côté genre, le jour tombe, la nuit va arriver et je vais être toute seule. La tombée de la nuit a été pour moi quelque chose de très difficile et pendant longtemps, pour être honnête. Même après, quand je suis rentrée à la maison, c'était quelque chose que j'appréhendais beaucoup. Et je pense que mes conditions de séjour ont vraiment influencé mon début de maternité, et par cet environnement très, je dirais, très bruyant, avec uniquement des pleurs d'enfants, de nourrissons, puisque je retiens que ça en termes d'environnement sonore, qui ont, je pense, contribué à ce que je développe le syndrome, vous savez, l'hypervigilance maternelle dont on parle. Et souvent, on dit que, je crois que l'hypervigilance maternelle, c'est ok quelques jours, mais quand ça s'installe trop longtemps, ça devient anormal. Pour ma part, c'est resté très longtemps. Je me réveillais en sursaut en entendant Oscar, donc mon fils, pleurer, alors qu'il était à côté de moi et qu'il ne pleurait pas du tout. Donc je pense que ça m'a un peu déréglé le système là-haut, pour être honnête. Aussi, quand tout à l'heure je parlais de cette anxiété, en fait, de cette angoisse qui arrivait à la nuit tombée, ça aussi, ça a vraiment impacté aussi mes débuts, puisque les premiers temps après être rentrée chez moi et que quand j'étais pas encore tout à fait mobile, puisqu'avec ma césarienne j'étais encore douloureuse et que je partais encore pas à l'aventure avec mon fils, quand je voyais le jour tomber, la nuit tomber, et notamment quand mon fils dormait sur moi, donc que j'étais dans mon lit ou dans mon canapé et que je voyais cette nuit qui tombait, qui tout d'un coup qui enveloppait l'appartement, j'avais vraiment un sentiment de quelque chose de très pesant. C'était assez inconfortable, vraiment. C'est quelque chose qui m'a suivi pendant longtemps. Et je me souviens, à l'époque, j'en avais parlé à la marraine de mon mari, qui m'avait dit si tu sais que tu vas être immobile au moment où la nuit tombe, n'hésite pas à allumer tes lumières en avance. Et je crois que ce conseil a aidé beaucoup de choses, puisqu'en fait,
j'allumais même, mais pour vous dire à quel point ça m'a impacté, j'allumais même les lumières avant de partir me promener, quand après j'ai pu être mobile, pour que quand je rentre chez moi, mon appartement ne soit pas sombre. Puisque moi, mon mari, il a eu 3 semaines de congé paternité. Et après, j'ai été seule avec mon bébé. Et voilà, même rentrer en fait chez moi après, toujours dans cette nuit noire, parce que là, faut s'imaginer, on est en décembre, on est en décembre au Japon, 17h, il fait nuit noire. Hein. Et vraiment, j'ai trouvé que ça avait été un conseil qui m'a trop aidé parce que ouais, ça m'a rendu un peu zinzin. Et après, est-ce qu'il y a quelque chose que je referais ou que je changerais pour un premier enfant, je crois que j'aurais aimé quand même être moins seule à l'hôpital, et en fait on a essayé de la jouer stratégique en se disant garde tes jours pour après. Si on avait pu être tout le temps dès le début à l'hôpital, ça aurait changé beaucoup de choses, je pense. Et pour ma part, ça a été tellement dur que moi j'ai quand même demandé une sortie anticipée. Voilà, j'ai demandé à sortir avant mes 8 jours pour césarienne, et sortie qui m'a été accordée. Donc là aussi, je pense que il y a quand même une vraie empathie, une vraie prise en compte du ressenti des mamans. Et on m'a pas fait me sentir mal parce que je me sentais mal justement à l'hôpital. En fait, ils étaient vraiment dans le regret de constater qu'en fait je n'arrivais pas à me sentir bien. Mais je voulais juste rentrer chez moi, être dans mon lit, c'est bête, mais sentir ma lessive. Voilà, juste être chez moi peinard et ne plus entendre ces pleurs de bébé. Et voilà, vous savez tout ou presque. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à le partager à une future maman au Japon, ou ailleurs d'ailleurs, car nos conseils pour la valise de maternité sont assez universels. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récit de maternité à l'étranger, avec Zoé, que vous avez entendu aujourd'hui dans cet épisode hors série. D'ici là, prenez soin de vous.